Il est 20h à Brazzaville et à Paris. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Télé Congo pour cette grande édition du journal dont voici l'ossature en images. Demain s'ouvre Brazzaville, le colloque international sur De Gaulle et Brazzaville. Au nombre des personnalités venues prendre part à ce rendez-vous historique, la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui a eu un tête-à-tête avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et c'est le 27 octobre 1940 que le manifeste de Brazzaville avait été signé quelques jours après que Brazzaville ait été choisi par le général de Gaulle comme capitale de la France libre. Une décision qui influencera le cours des événements ayant conduit à la libération de la France. Le flashback à suivre dans ce journal avec Christian Ngamialo et Bibiane Itoua que nous allons retrouver tout à l'heure dans ce journal. Le ministre délégué au budget face aux sénateurs ce lundi pour la présentation des projets de loi des finances. Il s'agit du projet de loi de finances rectificative, exercice 2020, et celui de la loi de finances 2021. La ministre Ebouka Babakas poursuit son séjour de travail dans la partie nord du pays. Après le port d'Oyo, elle a visité l'aéroport international d'Olombo où elle a échangé avec le personnel ainsi que les directeurs départementaux des structures sous tutelle. La page santé nous conduira dans la Bouinza où séjourne la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo. Nous parlerons également Journée internationale de la lutte contre la poliomyélite. Enfin, nous parlerons politique avec la session inaugurale du PCT Talangaï. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bienvenue à tous. Les chefs d'État africains qui participent ce 27 octobre 2020 aux festivités marquant le 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville sont arrivés ce lundi dans la capitale congolaise. Il s'agit des présidents Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, de Félix Archange Touadéra de la République centrafricaine. Reportage Brice Andaï. Brazzaville, capitale congolaise, lieu historique des grandes rencontres internationales, est ce lundi au centre des grands ballets diplomatiques à la faveur de la commémoration du 80e anniversaire du manifeste du 27 octobre 1940. En dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a mis un point d'honneur à cet événement en invitant plusieurs de ses homologues africains pour les 80 ans du manifeste de Brazzaville. À l'instar du chef de l'État tchadien Idriss Déby, accueilli ce 26 octobre à l'aéroport Maya-Maya par son homologue Denis Sassou Nguesso. Après une salutation particulière en raison du coronavirus, suivi d'un bref entretien, les deux chefs d'État ont été salués par la communauté tchadienne vivant au Congo. Pendant ces temps, du côté du but de Brazzaville, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC a été reçu par le ministre d'État Gilbert Ondongo. Le chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra, quant à lui, est arrivé à Brazzaville en fin d'après-midi. Il a été également accueilli par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Ces dirigeants africains qui ont célébré cette année le 60e anniversaire de l'indépendance de leurs pays respectifs participent ce 28 octobre au colloque international sur l'histoire commune de l'Afrique, dont le thème est De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Un moment important pour les chefs d'État de rappeler le rôle joué par l'Afrique en général et le Congo en particulier dans la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu ce lundi au palais présidentiel avec Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Il était question pour les deux personnalités de passer en revue la coopération entre l'OIF et le Congo, mais surtout d'évoquer le pont de l'histoire du Congo et la France dont Brazzaville joua un rôle déterminant dans la marche vers la libération de Paris il y a 80 ans. Reportage Célestin Okano Irika. En visite de travail à Brazzaville, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a eu des échanges fructueux avec le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso ce lundi 26 octobre 2020. C'est une visite à plusieurs objectifs, notamment le resserrement des liens entre l'OIF et le Congo.
Louise Mushikuwabo est venue également exprimer la solidarité de l'OIF au peuple congolais dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus Covid-19. Ce pays étant le pays moteur du rayonnement de la francophonie et de la langue française dans cette région. Ensuite, j'ai voulu être ici en cette période sanitaire compliquée pour exprimer la solidarité de la francophonie avec le peuple congolais. Au cours de leurs entretiens, les deux parties ont jeté un regard sur la célébration cette année des 50 ans de la francophonie dans une nouvelle approche de repositionnement. Cette année étant l'année du cinquantenaire de la francophonie, nous avons évoqué ce que ça représente pour notre organisation, notamment le fait que notre organisation est en tournant décisif de repositionnement, de plus de pertinence, de plus d'influence. Un chantier de transformation s'est engagé depuis l'année dernière qui touche surtout au resserrement des programmes, à la focalisation sur des domaines prioritaires, la langue française et l'éducation, le numérique qui est un facilitateur des programmes mais aussi un domaine très important. Le séjour de travail de Louise Mushikuwabo dans la capitale congolaise, qui coïncide avec la commémoration des 80 ans du manifeste de Brazzaville, lui a permis d'élargir ses discussions sur ce sujet avec le président Denis Sassou Nguesso. J'ai écouté avec plaisir ce que le chef de l'État avait à nous dire sur cette partie de l'histoire de ce pays qui a beaucoup contribué à la paix dans un autre pays membre qui est la France, notre pays hôte de l'organisation. Et c'est donc une bonne coïncidence que je sois ici à ce moment anniversaire. Élue à la tête de l'OIF en octobre 2018 pour un mandat de 4 ans, Louise Mushikuwabo travaille entre autres au rayonnement de la langue française. 20 octobre 1940, 20 octobre 2020, il y a 80 ans que le général de Gaulle, président de la France libre, avait choisi Brazzaville comme capitale de la France libre et décidé de créer le Conseil de défense. Nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale et la décision du général de Gaulle a influencé le cours des événements sous le vocable de manifeste de Brazzaville. L'événement sera au cœur d'un colloque international qui aura lieu du 27 au 29 octobre 2020 au Palais des Congrès. Avant le jour J, revivons l'ambiance de 1940 avec Brazzaville, capitale de la France libre et son impact sur le cours de l'histoire à travers ce rappel des faits de Christian Ngamialo. Débutée en septembre 1939 en Europe, la Deuxième Guerre mondiale a pris une autre ampleur avec l'occupation de certains pays européens par l'Allemagne nazie et ses alliés. L'un des pays qui tomba dans l'escarcelle de l'Allemagne hitlérienne, c'est la France dont le gouvernement devint sous les bottes de l'occupant en 1940. Réfugié à Londres, le général Charles de Gaulle lança le 18 juin 1940 un appel à la résistance transmis par la radio anglaise BBC. Cet appel n'effraya pas la détermination de l'occupant allemand à contrôler totalement le territoire français, d'où l'entrevue de Montoire qui eut lieu le 24 octobre 1940 entre Hitler et le maréchal Pétain, qui admit à cette occasion le principe de collaboration entre l'Allemagne et la France. La poignée de main entre Hitler et Pétain, photographiée et filmée, diffusée ensuite dans le monde entier, marquait pour le Royaume-Uni la rupture définitive avec Vichy. Le 30 octobre de la même année, Pétain affirma sa pleine et entière responsabilité dans le choix de la collaboration, s'en remettant au jugement de l'histoire. Du côté de la résistance incarnée par le général Charles de Gaulle, elle ne baissa pas les bras. En effet, le 24 octobre 1940, le général de Gaulle arriva à Brazzaville, dont il fit la capitale de la France libre. 2 jours après, il prononça à Radio Brazzaville un discours dans lequel il annonça l'organisation de la riposte française. Le 27 octobre de la même année, en réaction à la rencontre de Montoire entre Adolf Hitler et le maréchal Pétain, le général Charles de Gaulle publia le manifeste de Brazzaville dans lequel il refusa de reconnaître le gouvernement de Vichy et réaffirma la volonté de la France libre de continuer le combat en s'appuyant sur l'Afrique équatoriale française. Rassembler l'Empire
dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but. Par ce discours sobre et vigoureux, le général Charles de Gaulle affirma son autorité et annonça la constitution d'un conseil de défense de l'Empire, premier organe de gouvernement de la France libre. La mission du conseil de défense est bien précisée à l'article 2 du manifeste. Il s'agit de maintenir la fidélité à la France, de veiller à la sécurité extérieure et à la sûreté intérieure, de diriger l'activité économique et de soutenir la cohésion morale des populations des territoires de l'Empire. Ce conseil exerce dans tous les domaines la conduite de la guerre en vue de la libération de la patrie et traite avec les puissances étrangères les questions relatives à la défense des possessions françaises et aux intérêts français. Sur le champ de la bataille, les ralliements et mobilisations des pays africains en faveur de la France ont permis de bouter l'armée allemande hors du territoire français qu'elle occupa pendant 4 ans. La libération de Paris, capitale de la France, intervint le 24 août 1944 par les troupes du général Leclerc. Et toujours dans ce registre, interrogé par Bibiane Itoua à l'émission Le Débat, les professeurs en histoire de l'université Abraham Constantin Gambo, Scholastique Zonzinga, Joachim Emmanuel Goma Tété et Joseph Itoua ont donné le sens de la thématique au cours de ces commémorations de Gaulle et Brazzaville. Une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Suivez plutôt. De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée. Pourquoi une mémoire partagée? C'est une problématique très importante, une mémoire partagée. C'est-à-dire que nous avons une histoire commune. Et c'est là où nous devons maintenant réfléchir comment écrire notre histoire. Parce que lorsqu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, dans les ouvrages, les indigènes n'apparaissent pas. Nous n'apparaissons pas. C'est la période où il y avait la contrainte. Nous n'apparaissons pas. Il faut obligatoirement réfléchir, réécrire cette histoire-là. Mémoire partagée, c'est un vécu. Donc, vécu des Français, des Africains en général, des Congolais en particulier. Et nous ne pouvons pas regarder cette page de l'histoire. Nous devons la prendre en compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traces qui montrent que nous avons vécu une histoire ensemble et qui reste une mémoire partagée. Nous pouvons regarder même sur le plan économique, par exemple, la conférence de Brazzaville émet un certain nombre de recommandations qui sont traduites par la suite en réformes. C'est une histoire partagée puisque nous ne pouvons pas ne pas la connaître. Ce que je voudrais surtout préciser par rapport au fait que cette histoire reste souvent en Europe, en ce qui concerne les Africains, finalement minorés. Je n'ai jamais vu dans aucun cours qu'en effet, d'ailleurs Brazzaville, très peu de Français savent même où ça se trouve. À plus forte raison, le manifeste de Brazzaville. Nous devons voir que dans la période qui nous est circonscrite, celle de 40 à 58, l'action de De Gaulle n'est pas simplement l'affaire des Français. C'est l'affaire des Français et des Africains. C'est ça la mémoire partagée. Le Congo accueille donc du 27 au 29 octobre 2020 les commémorations liées au 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville et au grand rassemblement du stade Eboué de 1958, organisé par le gouvernement congolais en collaboration avec l'ambassade de la République française et la Fondation de Gaulle. Ces événements sont placés sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Comme annoncé, avec moi sur ce plateau, Bibiane Itoua. Bonsoir, Madame Itoua. Bonsoir, Aline. Bonsoir, Madame la directrice. Merci. Alors, vous êtes chef de service politique. Vous suivez de très près cette actualité liée à ce colloque Brazzaville et de Gaulle, la célébration qui va donc commencer demain, 27 octobre, au Palais des Congrès de Brazzaville. Alors, nous avons suivi dans cet extrait l'émission que vous avez animée récemment avec les historiens, les profs d'université. Alors, quels commentaires faites-vous, vous qui avez suivi de très près cette actualité?
Aline, il faut commencer à préciser que ces commémorations des œuvres de De Gaulle s'inscrivent dans la période allant de 1940 à 1958, comme l'a souligné, j'ai suivi là le professeur Joseph Itois. Et donc, ces commémorations permettent de sceller les liens historiques qui existent entre la France, le Congo et l'Afrique. Le général de Gaulle s'est illustré donc comme une figure majeure lors de ces grands moments de l'histoire commune de la France, du Congo et de l'Afrique. Alors, tenez, nous sommes au début de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons noté même dans le reportage de Christian Gamialo. Donc nous sommes au début de la Deuxième Guerre mondiale. Nous savons que la guerre se tend de 1939 à 1945. Voilà. Et donc on est en 1940 et Paris est envahi par l'Allemagne nazie. Alors, ce qui amène le maréchal Pétain à abdiquer, c'est-à-dire que se déclarant vaincu, alors son gouvernement est transféré à Vichy. Vichy, c'est une commune française située dans le sud-est du département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les vichistes capitulent donc et acceptent finalement de collaborer avec les ennemis de la France, donc l'Allemagne nazie. Mais le général Charles de Gaulle refuse la soumission de la France. Il n'était pas encore général, il faut préciser, il était seulement colonel. Mais un homme avisé, il refuse et il va donc se réfugier à Londres, où il lance le 18 juin 1940 un appel à toutes les forces volontaires qui voudraient le rejoindre pour faire face à l'envahisseur. Mais à partir de Londres, il n'a pas de légitimité parce qu'il n'a pas de territoire, puisque les frontières de la France sont occupées. Il se dirige vers l'Afrique et justement à la recherche d'une légitimité. Ainsi, dès août 1940, Aline, à l'exception du Gabon, qui va se rallier à la France un peu plus tard en novembre 1940, les territoires de l'Afrique équatoriale française, je cite, le Tchad, le Moyen Congo, donc l'actuelle République du Congo, l'Ubangi-Chari, l'actuelle RCA, et le Cameroun répondent à l'appel de De Gaulle. Ils forment ainsi le premier noyau de la France libre. La résistance va donc s'organiser à partir de Brazzaville et une série d'événements vont être déterminants par la suite pour l'avenir et de la France et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Alors Bibiane, dans cette affaire qui pourtant concerne l'Afrique équatoriale toute entière, nous avons l'impression que le Congo, Brazzaville en tout cas, prend la part belle. C'est comme si les autres n'existaient pas. Pourquoi cet état des choses ? C'est vrai, puisque le thème le dit déjà, on dit De Gaulle et Brazzaville, une histoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique, mais on met en avant De Gaulle et Brazzaville. Alors, pourquoi Brazzaville ? Parce que dans cette histoire, Brazzaville est une véritable plaque tournante des décisions du Comité national de libération de la France. En effet, le 24 octobre, le général de Gaulle arrive à Brazzaville, donc le 24 octobre 1940, dont il fait la capitale de la France libre. Et le 26 octobre 1940, il prononce à Radio Brazzaville un discours dans lequel il annonce l'organisation de la riposte française. Parce que pour mener la guerre, pour mener la résistance, il faut un instrument de propagande. Et c'était la radio Brazzaville. Le 27 octobre, il publie le manifeste de Brazzaville dans lequel il refuse de reconnaître le gouvernement de Vichy et réaffirme la volonté de la France libre de continuer le combat, en s'appuyant bien évidemment sur l'AF, l'Afrique équatoriale française. Et il crée le Conseil de défense de l'Empire colonial français, qui est un véritable gouvernement installé ici à Brazzaville, et le siège c'est Brazzaville. D'où cette déclaration de De Gaulle dans ses mémoires de guerre, je cite, « Brazzaville a été pendant des terribles années le refuge de notre honneur et de notre indépendance. » Et puis le général de Gaulle et son pays, la France, ont su développer un lien fort entre Brazzaville et bien sûr leur pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu d'autres événements majeurs. J'ai cité la conférence de Brazzaville, organisée du 30 janvier au 8 février 1944, pour décider des réformes à entreprendre au sein de l'Empire colonial français.
appelé à évoluer vers une civilisation. Et là, il faut dire que c'est tellement... c'est très important parce que la capitale de la France libre va se déporter vers l'Algérie dans les années 1943. Mais De Gaulle reste attaché à Brazzaville. Il revient quand même en 1944, avant la fin de la guerre, pour organiser cette conférence de Brazzaville, ici même à Brazzaville. Donc pour dire qu'il était vraiment marqué par Brazzaville, qui était la capitale de la France libre. Et le grand rassemblement du stade Félix-Éboué du 24 août 1958, où le général de Gaulle annonça la création de la communauté franco-africaine 2 ans avant les indépendances de l'Afrique noire. Voilà autant d'événements, et bien évidemment, qui placent Brazzaville comme... comment dire, la plaque tournante des décisions, en tout cas, qui ont été très déterminantes dans cette libération de la France et même dans l'autonomie des colonies africaines en Afrique. Avant de boucler cet échange, Bibiane, je voudrais rappeler que lors de son séjour brazzavillois, le général de Gaulle avait pour résidence l'actuelle résidence de l'ambassadeur de France au Congo. Ce qu'on appelle la case de Gaulle. On appelle jusqu'à aujourd'hui la case de Gaulle. Ah oui, voilà, ça c'est pour ceux qui ne le savent pas. La case de Gaulle, nous avons le square de Gaulle, nous avons l'avenue Charles de Gaulle. Tout à fait. Autant de symboles qui nous rappellent cette histoire qui nous lie avec... Et ce grand homme qui était le général de Gaulle. Alors, dernière question, Bibiane et toi. Ces commémorations commencent donc demain au Palais des Congrès sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Alors, quel est le programme demain ? Voilà, demain, donc c'est le colloque. Il est prévu donc du 27 au 28 octobre. Il se tiendra donc demain. De Gaulle, sous le thème, nous l'avons dit, De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Ce sera au Palais des Congrès, sous le très haut patronage, vous l'avez dit, du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui aura à ses côtés ses pairs du Tchad, Idriss Déby Itno, de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la RCA, Faustin Archange Touadéra. Il y aura aussi la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Il y aura aussi une participation française, avec notamment la présence du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Yves Le Drian. Et puis, bien évidemment, d'autres personnalités politiques du monde de la culture et des sciences feront le déplacement de Brazzaville pour justement participer à ces commémorations liées au 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville et au grand rassemblement du Stade Éboué. Un très grand rendez-vous historique. Tout à fait. Brazzaville à l'honneur, on va le dire. Brazzaville à l'honneur. Merci Bibiane Itoa pour cet éclairage, pour ces précisions, pour ce complément. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Directrice. La suite du journal, 1846 milliards 109 millions de francs CFA. C'est le projet de loi de finances exercice 2021. Celui-ci a été présenté au Sénat ce lundi par le ministre délégué chargé du budget, Ludovic Gatché. Reportage Florent Angoueli. Autre recette réalisée à 416 milliards 700 millions de francs CFA pour une prévision de 580 milliards 800 millions de francs CFA, soit 71,7%, dont un total de 409 milliards 400 millions de francs CFA pour les recettes pétrolières, 3 milliards 900 millions de francs CFA pour les recettes des administrations, 1 milliard 900 millions de francs CFA pour les recettes forestières, 200 millions de francs CFA pour les intérêts des placements et 1 milliard 300 millions de francs CFA pour les dividendes. C'est dans ce contexte que le projet de loi de finances exercice 2021 a été conçu par le gouvernement. Ce projet est arrêté à la somme de 1846 milliards 109 millions de francs CFA. Quoique étant à la hausse par rapport à celui de 2020, le gouvernement entend stabiliser et rétablir les équilibres macroéconomiques par la mobilisation des recettes hors pétrole. Les projets à réaliser restent quasiment les mêmes. Ajoutez à cela la prise en charge des opérations électorales. Le gouvernement vise à respecter les principaux engagements politiques de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, donnant la priorité aux dépenses à caractère social et aux seules dépenses d'investissement favorisant le retour à l'activité et à l'emploi,
et par conséquent à une croissance inclusive. Il en est ainsi des travaux d'amélioration des plateaux techniques du CHU, de l'extension de l'offre de soins avec la finalisation des hôpitaux généraux, dont un à Brazzaville et l'autre à Pointe-Noire, le financement de l'opérationnalisation de la Caisse d'assurance maladie universelle et d'autres investissements de relance des activités visant à poursuivre la finalisation des chantiers suivants, notamment le marché central à Pointe-Noire, la zone économique de Maluku, les travaux de réhabilitation et de redimensionnement de la RN2 en vue de fluidifier le trafic entre Ouesso et Pointe-Noire. La poursuite des négociations avec le FMI et autres partenaires financiers demeure d'actualité. Notons que ce projet de loi de finances prévoit un excédent budgétaire de 230 milliards 202 millions de francs CFA. Une autre somme, 1082 milliards 903 millions de francs CFA. C'est le projet de loi de finances rectificative exercice 2020 qui a été une fois de plus revu. Il se lève désormais à 1525 milliards 297 millions de francs CFA. Cette nouvelle version a été présentée également ce lundi au Sénat par le ministre délégué au budget, Ludovic Ngatié Florent Ngweli. C'est pour la deuxième fois que le ministre délégué chargé du budget, Ludovic Ngatié, revient au Sénat pour présenter le projet de loi de finances rectificative exercice 2020. Cela traduit à suffisance que les ressources attendues n'ont pas été à la hauteur des ambitions affichées dans la première loi de finances rectificative. Le coronavirus qui secoue l'économie mondiale n'a pas épargné celle du Congo. Malgré cela, le gouvernement tente tant soit peu de sortir la tête de l'eau. D'où ce projet de budget a été revu à la hausse. Les ressources budgétaires à la somme de 843 milliards de francs CFA sur un total de 1082 milliards 903 millions de francs CFA, soit 77,8% de réalisation, repartis comme suit. Les recettes fiscales recouvrées à 368 milliards 400 millions de francs CFA pour une prévision de 355 milliards 200 millions de francs CFA, correspondant à un taux de réalisation de 103,7%. Cotisations sociales émises à 26 milliards 400 millions de francs CFA pour une prévision annuelle de 54 milliards 900 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 48%. Dons et legs tirés à 31 milliards 600 millions de francs CFA, correspondant à 34,3% des prévisions de la loi de finances rectificative. Cependant, il y a lieu de noter que les dépenses ont été fortement réduites. Cet exercice qui ne donne pas lieu au débat a permis au président du Sénat, Pierre Ngolo, de saluer la franche collaboration qui existe entre le gouvernement et la Chambre haute du Parlement. En raison de l'évolution de la situation économique nationale, le gouvernement soumet au Parlement, par 2 fois d'affilée, le projet de loi de finances rectificative. Ceci est à noter, ceci est à saluer. De la présentation du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Au finish, Pierre Ngolo a pris acte. Cap à présent sur le département des Plateaux. Dans la suite de sa tournée au nord du pays, la ministre en charge des Transports, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, a visité l'aéroport international de Lombo avant d'échanger avec le personnel de ces sites ainsi qu'avec les directeurs départementaux du plan de l'INES et ceux des transports terrestres. Un reportage de Roland Kindo. À l'aéroport international de Lombo, le ministre du Plan, de la Statistique, de l'Intégration régionale, des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a eu une séance de travail avec le personnel de ce secteur aérien. Ici, des questions préoccupantes et urgentes à régler ont été exposées à la tutelle. Les difficultés dans la réalisation de nos missions et tâches quotidiennes suite à la conjoncture financière actuelle. Ce qui fait que nous ne pouvons pas toujours assurer les patrouilles et les surveillances de sûreté 24 heures sur 24. Conscient de ces urgences, le ministre a pris bonne note. Dans ce que vous venez de dire, il y a des préoccupations urgentes à traiter et puis il y a d'autres préoccupations qui demandent un investissement conséquent. C'était un aéroport international implanté, de très très belles factures et je crois que sa contribution au développement économique,
est indéniable. Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas a en outre échangé avec les directeurs départementaux du plan, de l'Institut national de la statistique, des transports terrestres et du Conseil congolais des chargeurs qui du reste sont confrontés à des difficultés logistiques les empêchant d'exécuter leur mission régalienne. J'ai compris les préoccupations. En fait, ce sont des préoccupations générales. La faiblesse de ressources financières qui ne permettent pas d'avoir des moyens matériels conséquents pour bien faire son travail. Nous ne désespérons pas de pouvoir trouver de la ressource pour que nos cadres travaillent dans les meilleures conditions dans les départements. Le ministre en charge des Transports a également saisi cet instant pour visiter les infrastructures de l'aéroport international de Lombo afin de se rendre compte de l'effectivité de quelques travaux de réfection. Dans un autre volet de l'actualité, il sera organisé du 27 au 30 octobre prochain un atelier national de sensibilisation et de restitution sur la sécurité sanitaire des aliments, une initiative du PEDAC, projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale avec l'appui de la Banque mondiale et la FAO. Prélude à cette activité, le comité technique du système national congolais de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments a fait une communication axé sur le bien fondé de cette sensibilisation. Reportage Héritier Banabeli. Après l'évaluation en mars et avril 2019 du système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments qui y a relevé quelques faiblesses, l'heure est à la réorganisation technique et opérationnelle du dit système qui a pour objectif la protection de la santé du consommateur, la potentialisation des échanges commerciaux et le renforcement de la crédibilité de l'origine et de la destination Congo. Un tel système repose sur le droit à la santé et à la protection de la vie reconnu par la Constitution. Le Congo a choisi de s'orienter dans la réforme de son système en vigueur de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments pour le moderniser et améliorer ses résultats au bénéfice des populations nationales et également des pays destinataires de son commerce. La sensibilisation sur la sécurité sanitaire des aliments se fera à travers des ateliers techniques avec les acteurs du secteur privé, de la société civile et les représentants des pouvoirs publics sous la direction du comité technique du système national congolais de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Et puis, ce communiqué de la direction départementale d'exploitation Brazzaville-Poul de la Congolaise des eaux qui informe à sa clientèle qu'en raison des travaux d'entretien qu'entreprend ECAREC sur les ouvrages d'exploitation des unités de production et les stations de reprise de la LCDE dans la ville capitale sont systématiquement privées d'électricité ces dernières semaines, ce qui a pour conséquence le manque d'eau constaté dans la ville. LCDE présente toutes ses excuses pour ce désagrément causé indépendamment de sa volonté et souhaite que l'électricité soit rétablie dans ces zones pour que l'eau soit également rétablie dans les familles qui en sont privées depuis quelques jours. Une soutenance de thèse de doctorat à l'université Marien Wabi. Cette thèse de doctorat unique est de Nicole Yolande Ebama, option géographie rurale et économique, spécialité rurale. Ce thème aborde les aides publiques et privées au développement rural au Congo. L'exemple du département des Plateaux, bilan et perspectives. Précision dans ce reportage de Ben Opena. Les aides publiques et privées au développement rural au Congo, l'exemple du département des Plateaux, bilan et perspectives, c'est ce thème développé par Nicole Yolande Ebama en vue de l'obtention du grade de docteur option géographie rurale et économique sous la direction du professeur Maurice Mengo. Plus de 2 heures durant, l'impétrante se devait de convaincre ce jury coriace, présidé par l'ancien recteur de l'université, Omar Bongo de Libreville, au Gabon. Les aides publiques et privées sont réellement destinées à améliorer la condition des bénéficiaires. Seulement, ces aides ne semblent pas toujours atteindre leur but. D'où quelques pistes de solutions proposées par l'impétrante. Normalement, les aides publiques et privées dans un domaine aussi complexe qui est le développement rural ne devraient pas être centrées dans un circuit budgétaire ou non budgétaire maîtrisé par l'État.
mais plutôt directement aux bénéficiaires. Pour cela, il s'agit de renforcer l'efficacité de l'aide au développement conformément aux déclarations de Paris et d'Accra. Les qualités de la doctorante ont séduit le président du jury. La candidate a pu dégager un objectif général duquel découlent des objectifs spécifiques. De même, une hypothèse centrale et des hypothèses secondaires ont été formulées. L'impétrante a aussi dégagé l'intérêt de l'étude, justifié le choix du département des Plateaux comme milieu d'études. Enfin, ces travaux de 4 ans de fouilles ont été couronnés de succès. Le jury, après avoir délibéré, vous juge digne du grade de docteur ès lettres et sciences humaines et décide de vous décerner la mention très honorable avec les félicitations. L'émotion était à son comble. Quelle fierté pour l'éminence grise congolaise, un modèle à suivre. 5 fraudeurs, dont 2 enseignants, un élève et 2 étudiants, ont été pris la main dans le sac pour avoir falsifié les pièces relatives au transfert des élèves dans les établissements scolaires. Depuis quelques jours, ils se trouvent à la gendarmerie et le directeur de lutte contre la fraude en milieu scolaire et celui de l'orientation et des œuvres scolaires s'y sont rendus. Reportage à Mourmafina. Ils sont enseignants, étudiants, détenus depuis près d'une semaine à la gendarmerie. Ils reconnaissent tous les faits qui leur sont reprochés, notamment la falsification des pièces liées au transfert des élèves dans les établissements scolaires, comme l'expliquent ces 2 enseignants. Reproché d'avoir photocopié un reçu de la dose l'année antérieure que j'avais mis dans un dossier de transfert. J'ai saisi le bulletin, moi-même avec ma machine, pour aider les enfants. Héritier figure parmi les détenus. J'ai essayé de prendre les cachets de mon père pour les falsifier. J'ai fait 4 exemplaires pour les inscriptions. Le directeur de l'orientation et des œuvres scolaires dévoile la stratégie mise en place pour déceler ces pratiques. Lorsque la commission est descendue pour mener ses enquêtes, est tombée au niveau de l'école privée Les Oliviers. Et on a constaté que les bulletins qui nous étaient fournis étaient de faux bulletins. Automatiquement, nous nous sommes dit qu'il fallait procéder à appeler les contacts. Et ils nous ont facilité la tâche pour que nous puissions détecter le réseau. En ce qui concerne l'école privée Akieni qui se trouverait au Haut-Togo, notamment au Gabon, celui-là se permettait de produire les bulletins, les certificats de fréquentation, certificats de niveau aux enfants ayant échoué à l'école publique en les faisant passer pour des enfants qui fréquentaient au Gabon. Le directeur de lutte contre la fraude a reprécisé les règles de transfert dans les établissements. L'inscription ne se fait pas entre le parent et l'école, entre l'élève et l'école. Mais l'inscription se fait entre l'administration scolaire et l'établissement. En ce qui concerne les transferts, c'est au niveau de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires, la DOS. Après les enquêtes de la gendarmerie, ces présumés coupables seront transférés à la maison d'arrêt. Et pour boucler ce chapitre éducation, une centaine d'animateurs de centres d'alphabétisation et de rescolarisation de Brazzaville et de Pointe-Noire ont été formés aux mesures barrières après la réouverture de ces centres il y a quelques jours. À Brazzaville, cet atelier de formation qui visait à doter ses enseignants des connaissances sur la lutte contre la pandémie à coronavirus était ouvert par la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Laure Alphonsine Matongo. Un reportage de Jean-Baptiste Aladio. Comment organiser les apprentissages dans le contexte de la Covid-19 ? Une question devenue récurrente en milieu scolaire, mais pas seulement. Après la reprise des classes le 19 octobre, les animateurs des centres de rescolarisation et d'éducation non formelle aiguisent leurs méthodes pour mieux lutter contre la pandémie. L'atelier de formation des animateurs sur les gestes barrières qui s'ouvre ce jour s'inscrit dans le cadre de l'appropriation du protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires. Il s'agit de faire en sorte que les lieux d'apprentissage, lieux par excellence où se forge l'intelligence, ne soient pas des foyers de contamination de la pandémie. Chers animateurs, les systèmes éducatifs du monde ont prouvé leurs limites face à la crise sanitaire actuelle. Cela commande, de la part des enseignants, un esprit imaginatif et des approches alternatives et innovantes dans la dispensation des apprentissages.
L'apport financier de 25 millions de francs CFA du Japon par le biais de l'UNICEF à cette direction générale de l'alphabétisation a permis l'acquisition des kits sanitaires pour sécuriser le retour dans les centres de formation des jeunes déscolarisés et des adultes non alphabétisés. Et le « il n'est jamais trop tard pour apprendre » est devenu le slogan de marque du secteur de l'éducation non formelle. Au chapitre santé, en séjour de travail dans le département de la Bouinza, la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Jacqueline Lydia Mikolo, a visité les centres de santé intégrés dans les différents districts. Un reportage de Sylvie Karina Gauthier. Accompagné des partenaires au développement, des parlementaires, du préfet du département de la Bouinza Jules Mokalansoumou et du ministre directeur de cabinet du Premier ministre chef du gouvernement Rigobert Mabundu, la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement Jacqueline Lydia Mikolo a visité tour à tour les centres de santé intégrés de Bouinza, de Mambelo, de Loudima, de Bokosongo, de Mfouati, de Bodissa et de Kai pour toucher du doigt la réalité. Partout où elle est passée, Jacqueline Lydia Mikolo a remis des équipements médico-techniques et a installé les contractuels de santé affectés dans ces différentes localités. La joie des bénéficiaires. Remettre quelque chose à une personne quand vous n'avez pas de l'amour, vous ne pouvez pas le faire. Mais tel qu'elle fait ce geste-là pour nous, ça nous va droit au cœur. C'est un signe qui nous rassure que le lien est désormais là entre le gouvernement et nous. Je tiens à remercier lui-même le président de la République qui a donné la latitude à Madame la ministre pour venir nous visiter. La ministre de la Santé est venue nous voir, nous a amené de bonnes choses. Et avec les grands efforts, malgré la crise due par le coronavirus, vraiment nous sommes très ravis, très contents. Cette visite a pour entre autres objectifs renforcer les formations sanitaires en ressources humaines, équipements et médicaments de première nécessité, renforcer la qualité de la riposte à la Covid-19 et offrir des soins et services de santé à la population. À Madingo, la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, a eu des rencontres avec les femmes des districts de Loudima, Bokosongo et Mfouati. La ministre a sensibilisé ces femmes aux valeurs de paix, aux violences faites aux femmes et aux droits fondamentaux. Les précisions dans ce reportage de Noémie Cocotte. La Bouinza, voici un département d'une superficie de 12 266 km² aux innombrables ressources agricoles. En séjour de travail dans cette contrée, la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a eu des rencontres avec les femmes de quelques localités de ce département, à savoir les femmes de Loudima, de Bokosongo, de Mfouati, de Nkai, en passant par les villages Mambelo et Bodissa. C'est nul doute un moment crucial de communication et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et les droits fondamentaux de la femme. Une occasion pour Jacqueline Lydia Mikolo d'appuyer les femmes dans les activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. À l'issue de leur débat et fructueux échange, ces femmes ont présenté leur doléance, à savoir l'amélioration des conditions de travail qui passe par la mécanisation de l'agriculture avec l'utilisation des boutures saines et améliorées. Madame la ministre nous aime beaucoup. Elle a pensé à nous, qu'elle ouvre les centres de formation, les ateliers de couture, les salons de coiffure et même les pâtisseries. Puisqu'on a le courant ici, notre papa avait pensé à nous pour que les femmes puissent apprendre et afin qu'elles puissent avoir de l'argent pour aider la famille et leur mari. Et vraiment, on remercie notre président parce qu'il nous aime beaucoup. Ici, là, tu ne peux pas venir parler mal de notre président, sinon les gens seront même contre toi. Il sied de dire que partout où la ministre est passée, un accueil chaleureux lui a été réservé. Des dons de diverses natures ont été remis aux populations constituées, pour la plupart des femmes des groupements coopératifs. Et comme vous le savez, l'humanité a célébré récemment la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite à Brazzaville. Quelques activités ont été organisées et une activité internationale à laquelle a pris part une délégation congolaise par visioconférence. Sujet plutôt dans ce commentaire d'Héritier Banabeli. Dès son adhésion à l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite en 1998, le Congo a institué des comités nationaux de lutte contre cette maladie.
Ces comités rendaient annuellement compte de leur travail à la Commission régionale africaine de certification en vue de l'évaluation des progrès réalisés par le Congo dans cette lutte sanitaire. Le Congo, il faut le dire, a fait face à plusieurs menaces dues à la poliomyélite. Nous pouvons retenir que le Congo a connu 2 épidémies de poliomyélite dues au poliovirus sauvage. La première qui a eu lieu dans le département de la Lekumu en 2000, mais surtout la deuxième épidémie, la plus meurtrière, qui a eu lieu en 2010 avec pour épicentre le département de Pointe-Noire. Cette épidémie a eu à faire 584 victimes, parmi lesquelles nous avons dénombré 205 décès. Parmi les victimes, 60% des personnes touchées avaient un âge compris entre 15 et 29 ans. Le docteur Alexis Mourou Moyaka reconnaît l'implication personnelle du président Denis Sassou Nguesso dans l'éradication de la poliomyélite au Congo depuis janvier 2011. Voilà, les autres éléments annoncés vous seront proposés dans nos prochaines éditions. C'est par là que nous mettons un terme à ce journal. On rappelle, retenez que demain s'ouvre à Brazzaville le colloque international sur De Gaulle et Brazzaville sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Plusieurs personnalités sont déjà à Brazzaville pour prendre part à ce grand rendez-vous. Voilà, complètement bouclé ce journal. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe de ce soir. À demain 20h avec le même plaisir.